La nuit est tombée sur Ouagadougou à 2h30, sans le moindre avertissement, avalant la capitale dans une obscurité compacte et inquiétante. Quelques secondes plus tard, une explosion a lacéré le silence, projetant des éclats de panique dans les rues désertées et saturant l'air de rumeurs. Mais au-delà du fracas, une question persiste. Que révèle vraiment cette attaque contre Ibrahim Traoré dans un monde où la guerre glisse des champs de bataille vers les réseaux invisibles ? À partir de cette nuit, chaque code, chaque coupure, chaque signal peut devenir une arme, et le Burkina Faso entre dans une zone d'ombre où la perception vaut puissance. Au cœur de la nuit, où tout a basculé, une question s'impose. Que signifie réellement cette attaque pour l'avenir du Burkina Faso ? Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays s'était engagé sur la voie d'une souveraineté retrouvée, rompant peu à peu avec la dépendance sécuritaire vis-à-vis des puissances étrangères. Cette explosion ne représente donc pas seulement une menace physique, elle symbolise une confrontation d'idéaux entre autonomie nationale et influence extérieure. Dans les heures qui ont suivi, la capitale a été plongée dans un silence lourd, interrompu seulement par les signaux des réseaux coupés et les rumeurs d'ingérence. Les analystes y voient le prélude d'un affrontement invisible où la donnée devient champ de bataille et l'information arme de déstabilisation. Si cette hypothèse se confirme, les enjeux dépassent largement la survie d'un gouvernement. C'est la stabilité du Sahel et la crédibilité d'un modèle africain indépendant qui sont en jeu. Une crise locale pourrait bien devenir le miroir d'une mutation géopolitique MO. Les premières minutes après l'explosion ont révélé une vérité troublante. L'attaque de Ouagadougou n'était pas un acte isolé, mais une opération minutieusement planifiée. Les experts burkinabés ont identifié un schéma précis: synchronisation des coupures électriques, brouillage des communications et infiltration numérique coordonnée. Ces indices laissent penser à une implication d'acteurs extérieurs disposant d'une expertise militaire avancée. Selon les premiers rapports, des fragments de code cryptographiques similaires à ceux utilisés dans des opérations de l'OTAN ont été retrouvés, renforçant la thèse d'une agression orchestrée depuis l'étranger. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré se retrouve confronté à un dilemme inédit. Comment défendre la souveraineté d'un pays frappé non seulement par des balles, mais aussi par des lignes de code ? Le président de transition sait que le combat ne se limite plus au terrain visible. Il doit répondre à une forme nouvelle de guerre hybride où chaque serveur compromis et chaque signal intercepté peuvent infléchir le destin d'une nation. La population, elle, vit entre stupeur et colère. Dans les rues d'Ouagadougou, le souvenir des lumières vacillantes et des explosions reste gravé. Les témoins racontent des véhicules sans plaques, des silhouettes fuyant dans l'ombre, des drones brouillés. Le choc initial s'est mué en interrogation: qui tire réellement les ficelles de cette déstabilisation ? Les médias internationaux relaient l'événement, mais l'interprétation varie selon les intérêts. Certains journaux occidentaux parlent d'une rébellion interne, d'autres évoquent une manœuvre géopolitique visant à rappeler le Burkina Faso à l'ordre mondial. La vérité, elle, semble se situer à la croisée des deux. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse le simple récit d'une attaque, c'est une démonstration de puissance dissimulée derrière le voile de la technologie et des alliances invisibles. Le mini-révélateur est là. L'agression contre Ouagadougou a ouvert une guerre silencieuse, dont la première bataille se livre dans les réseaux et non dans les rues. Andial. Parmi les premiers témoins de cette nuit chaotique, un officier de la garde présidentielle évoque un silence total après la première déflagration. En quelques minutes, les systèmes de sécurité ont cessé de répondre, les radios ont grésillé et la chaîne de commandement s'est brouillée. Ce vide opérationnel a transformé chaque décision en pari. Derrière ce désordre apparent, une logique se dessinait: tester la capacité de réaction du régime et mesurer la résilience de son leader. Ibrahim Traoré, formé à la discipline militaire, a réagi avec un sang-froid remarqué. Il s'est rendu dès l'aube au centre de commandement pour superviser la riposte. Autour de lui, les équipes techniques ont isolé les flux de données contaminés et rétabli un canal de communication sécurisé. Ce moment a marqué le passage d'une gestion de crise classique à une bataille pour le contrôle narratif. Dans les couloirs du pouvoir, le mot d'ordre était clair: tenir, comprendre, répondre. Mais les répercussions humaines furent immédiates. Dans les hôpitaux,
les blessés affluaient, tandis que les familles cherchaient des nouvelles dans une ville sans réseau. Le sentiment d'insécurité s'est propagé bien au-delà de la capitale. Les provinces voisines ont renforcé leurs postes de surveillance, craignant une attaque coordonnée. Cette nuit d'épreuve a révélé un paradoxe. Malgré la fragilité apparente de ses infrastructures, l'État a démontré une cohésion nouvelle. L'ennemi invisible, en croyant frapper au cœur, a peut-être réveillé un réflexe d'unité nationale. Et c'est là que réside l'enjeu véritable. Transformer la peur en stratégie, l'instinct de survie en affirmation souveraine. À 2h30 du matin, les lumières de Ouagadougou se sont éteintes brutalement. Ce qui semblait une simple panne d'électricité marquait en réalité le début d'une offensive d'une précision rare. Les systèmes de communication ont été neutralisés, les caméras de surveillance brouillées, et la garde présidentielle privée de tout contact radio. En moins de 5 minutes, le cœur politique du Burkina Faso s'est retrouvé plongé dans le noir complet. Puis une première explosion a secoué le quartier de Kossiam. Des témoins racontent avoir vu des véhicules sans plaques surgir des ruelles, leurs phares éteints, se dirigeant vers la résidence présidentielle. Les sirènes ont retenti, mais trop tard. La première ligne de sécurité était déjà franchie. À l'intérieur, les soldats tentaient de comprendre s'ils étaient face à un coup d'État interne ou à une attaque étrangère. La confusion totale a régné pendant près de 20 minutes, tandis que la ville s'emplissait de bruits, de tirs et de cris étouffés. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré suivait la situation depuis un abri sécurisé. Informé en temps réel par des agents de liaison, il a ordonné le confinement immédiat du périmètre et la mobilisation des unités d'élite. En quelques minutes, les forces spéciales burkinabées ont encerclé la zone et engagé le combat. Les échanges de tirs ont illuminé la nuit d'éclairs rouges et jaunes, dessinant sur les façades les ombres d'une bataille que peu avaient imaginé possible au cœur de la capitale. À 3h00, l'assaut principal semblait repoussé, mais un autre front s'ouvrait déjà, celui du cyberespace. Les serveurs gouvernementaux étaient attaqués simultanément depuis plusieurs adresses IP étrangères. Les systèmes de cryptage ont tenu bon, mais de justesse. Ce double assaut, physique et numérique, révélait la complexité de la manœuvre, paralyser le pouvoir politique tout en semant la panique à travers la désinformation. À 3h20, les assaillants ont commencé à se retirer, abandonnant des véhicules incendiés et du matériel sophistiqué. Les enquêteurs découvriront plus tard des brouilleurs de dernière génération et des fragments de code utilisés dans des opérations militaires occidentales. C'était la première preuve tangible d'une implication extérieure. À 4h AH, le calme apparent est revenu, mais la capitale portait les marques de la peur. Des coupures de courant, des réseaux saturés, des habitants cloîtrés chez eux. La nuit venait de redéfinir le rapport du pays à sa propre sécurité. Dans le silence qui suivit, une certitude s'imposait. Le Burkina Faso venait d'être attaqué sur plusieurs fronts, visibles et invisibles. Cette séquence, condensée en moins d'une heure, allait changer durablement la manière dont la nation envisage sa souveraineté. Ce n'était plus seulement une question d'armes, mais de données, de perception et de volonté. Les heures qui ont suivi l'attaque ont été consacrées à la collecte des preuves techniques. Les unités de cyberdéfense burkinabé ont analysé les fragments de données retrouvés sur le site de l'explosion. Selon un rapport préliminaire du ministère de la Sécurité, près de 68% des systèmes gouvernementaux ont subi des tentatives d'intrusion simultanées entre 2h35 et 3h10 du matin. Ce chiffre, inédit, traduit l'ampleur d'une opération coordonnée à grande échelle. Les techniciens ont également identifié 3 adresses IP étrangères liées à des serveurs basés en Europe et en Amérique du Nord. Chaque adresse correspondait à une attaque ciblant un réseau stratégique, défense, télécommunications et finances publiques. La seconde donnée clé concerne l'impact économique. D'après le ministère de l'économie, la paralysie des transactions électroniques et des communications a entraîné une perte estimée à 82 millions de dollars en moins de 6 heures. Les banques centrales ont observé une chute de 35% du volume des opérations de transfert, tandis que les marchés locaux se sont figés. Derrière ces chiffres se cache un déséquilibre bien plus profond. La fragilité d'une économie encore dépendante des flux extérieurs pour son bon fonctionnement.
Cette dépendance constitue désormais une faille stratégique. Enfin, les analyses médico-légales ont mis en lumière un élément décisif. Parmi les débris des serveurs incendiés, les experts ont retrouvé des signatures cryptographiques associées à des programmes militaires européens. Les codes, comparés aux bases de données de l'armée, révèlent une similitude de 92%. Ce taux de correspondance, selon les enquêteurs, exclut la possibilité d'une simple coïncidence. Ces résultats orientent l'enquête vers une implication étrangère directe ou, à tout le moins, une coopération logistique fournie à un groupe local. Face à ces révélations, Ibrahim Traoré a convoqué un conseil de sécurité extraordinaire. Il a ordonné la création d'un centre de surveillance numérique permanent et le déploiement d'une brigade de contre-ingérence spécialisée dans la traçabilité des flux de données. Pour la première fois, la cybersécurité devenait un pilier officiel de la défense nationale. Les chiffres ne décrivent pas seulement la gravité de l'attaque, ils dessinent aussi la nouvelle frontière de la souveraineté, celle des algorithmes, des protocoles et des réseaux. Le Burkina Faso entre ainsi dans une ère où chaque bit d'information peut peser autant qu'un bataillon. Depuis les premières heures suivant l'attaque, deux lectures opposées se sont affrontées. La première, défendue par certains analystes régionaux, avance que l'agression aurait été menée par des forces internes cherchant à exploiter la fragilité politique du pays. Selon eux, les tensions entre factions militaires et les difficultés économiques auraient pu favoriser une tentative de renversement orchestrée localement. Cette hypothèse, dite interne, met en avant des signes de mécontentement visibles au sein de certains corps d'élite, ainsi que la montée des groupes armés dans le Sahel. Mais un autre camp, composé de chercheurs en géopolitique et de techniciens en cybersécurité, rejette fermement cette lecture. Il s'appuie sur les éléments matériels et les schémas d'attaque, la simultanéité des coupures électriques, la synchronisation des brouillages, l'usage de technologies de guerre électronique de dernière génération. Pour eux, une telle coordination dépasse de loin les capacités d'un groupe local. Les fragments de code, comparés aux signatures d'opérations militaires occidentales, orientent vers une intervention étrangère hybride, mêlant sabotage numérique et guerre psychologique. Ibrahim Traoré, conscient de ces divergences, n'a pas cherché à trancher publiquement. Il a préféré rassembler les deux analyses dans une approche stratégique, considérer la menace comme multiple. Selon lui, l'erreur serait de penser que les acteurs extérieurs et les failles internes ne se croisent pas. Dans le monde actuel, les puissances manipulent souvent des relais locaux pour amplifier leurs opérations. Cette position équilibrée, presque stoïcienne, marque une rupture avec la rhétorique classique des régimes de crise. En refusant la simplification, le gouvernement burkinabé met en lumière un phénomène global, la guerre hybride, où les causes locales et les leviers internationaux se confondent. Ainsi, le Stillman du raisonnement de Traoré est clair. Admettre que les deux camps ont raison, chacun à leur échelle. La déstabilisation du Burkina Faso n'est pas le fruit d'un seul acteur, mais le résultat d'une symbiose entre intérêts concurrents, ambitions régionales et technologies étrangères. Ce n'était pas une attaque, c'était un test. La phrase, lâchée par un conseiller proche d'Ibrahim Traoré, a circulé discrètement dans les couloirs du pouvoir. Elle résume la découverte faite par les services de renseignement une semaine après les faits. L'opération visait moins à renverser le régime qu'à mesurer sa capacité de résistance. Cette révélation a bouleversé la perception de l'événement. Les enquêteurs ont établi que plusieurs serveurs compromis n'avaient pas été détruits, mais intentionnellement laissés actifs. Leur rôle, collecter les réactions institutionnelles du Burkina Faso en temps réel. Autrement dit, quelqu'un, quelque part, observait la réponse nationale comme une expérience grandeur nature. Ce constat a transformé la riposte gouvernementale en réflexion stratégique. Pour Traoré, cette épreuve mesurée signifie que le pays se trouve désormais dans la mire de puissances, testant leurs outils de guerre hybride. Il a alors ordonné une révision complète des protocoles de cybersécurité et une cartographie des dépendances critiques. Ce geste n'était pas seulement défensif. Il marquait l'entrée du Burkina Faso dans une ère de vigilance permanente. Le test est terminé. La guerre, elle, ne fait que commencer. Les semaines suivant l'attaque ont transformé le Burkina Faso en laboratoire de résilience.
Sur le plan économique d'abord, la crise a provoqué un ralentissement brutal. Les transactions financières ont chuté de 37% et plusieurs entreprises locales ont cessé leurs activités pendant plus d'une semaine. Les exportations minières, notamment l'or, ont subi un gel temporaire privant l'État de recettes essentielles. Ce choc, bien qu'éphémère, a rappelé la vulnérabilité d'un système encore dépendant des infrastructures numériques extérieures. Sur le plan social, la population a réagi par une méfiance croissante à l'égard des puissances étrangères. Les rumeurs d'ingérence ont circulé rapidement, nourrissant un sentiment d'injustice mais aussi de fierté nationale. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, des comités de vigilance se sont spontanément formés pour protéger la patrie. Ces initiatives, bien que modestes, traduisent la montée d'une conscience civique nouvelle. Les citoyens ne veulent plus subir l'histoire, ils souhaitent en redevenir les acteurs. Du côté politique, Ibrahim Traoré a réorganisé son équipe gouvernementale, de nouveaux ministères spécialisés ont été créés, notamment celui de la souveraineté numérique et de la sécurité de l'information. Cette réforme, inédite en Afrique de l'Ouest, traduit une volonté de faire du cyberespace un pilier de la défense nationale. Sur le plan diplomatique, les relations avec certains partenaires traditionnels se sont tendues. Plusieurs chancelleries occidentales ont exprimé leurs préoccupations face à la dérive sécuritaire, tandis que des pays voisins, Mali et Niger, ont apporté leur soutien ouvert. Une nouvelle ligne de fracture régionale s'est ainsi dessinée. Pour le monde des affaires, la situation est ambiguë. Certains investisseurs se retirent, craignant une instabilité prolongée. D'autres, au contraire, voient dans cette épreuve un signe de fermeté politique et une opportunité d'indépendance économique. Des partenariats avec des pays émergents, notamment la Turquie, la Russie et la Chine, sont évoqués pour diversifier les soutiens techniques. Enfin, l'effet psychologique sur la population reste profond. Les habitants parlent désormais d'une nuit fondatrice, celle où le pays a compris que sa liberté ne dépendait plus des armes visibles, mais de la maîtrise de ses réseaux et de ses récits. Ce traumatisme collectif s'est mué en fierté tranquille. Dans les écoles et les universités, le nom de Traoré est désormais associé à l'idée d'un renouveau africain face aux ingérences. Le Burkina Faso, meurtri mais debout, semble désormais conscient de son rôle symbolique, celui d'un pays qui, malgré la tempête, choisit de rester maître de son destin. Au sortir de la crise, les analystes burkinabés et étrangers s'accordent sur 3 trajectoires possibles pour les mois à venir. Ces scénarios ne se veulent pas des prédictions, mais des cadres d'anticipation permettant à Ibrahim Traoré d'ajuster sa stratégie. Dans la première hypothèse, dans l'hypothèse la plus réaliste, le Burkina Faso parvient à stabiliser la situation interne. Le gouvernement consolide ses institutions, restaure la confiance du public et poursuit sa politique de souveraineté sans rupture radicale. Les partenaires africains, notamment le Mali et le Niger, coopèrent davantage dans la lutte régionale contre les menaces hybrides. Les tensions diplomatiques avec l'Occident persistent, mais s'équilibrent par des alliances économiques alternatives. Si cette stabilité relative se maintient, le pays pourrait retrouver un rythme de croissance modéré d'ici la fin de l'année prochaine. Dans une perspective plus favorable, si les réformes engagées portent leurs fruits, le Burkina Faso pourrait transformer la crise en levier de reconstruction. Les nouvelles unités de cybersécurité deviennent un modèle régional, attirant l'attention des organisations africaines. La diplomatie de Traoré s'oriente alors vers un leadership symbolique du Sahel. Le pays, désormais perçu comme pionnier d'une souveraineté technologique, regagne sa crédibilité et attire des partenariats sud-sud durables. Dans ce contexte, la croissance pourrait dépasser les 5%, portée par la confiance retrouvée et l'investissement régional. Dans le cas le plus critique, si les fractures internes se creusent, le risque d'un effondrement prolongé réapparaît. Les tensions sociales, combinées aux attaques informationnelles, peuvent provoquer un isolement diplomatique et un affaiblissement du pouvoir central. Dans ce cas, la dépendance économique s'accroîtrait, ouvrant la voie à une perte partielle de souveraineté. Ces 3 projections traduisent une seule constante. La souveraineté burkinabé est devenue un équilibre mouvant entre sécurité et ouverture. Si le pays renforce son indépendance numérique, il devra aussi éviter la tentation de l'enfermement. La question n'est pas de savoir si une nouvelle attaque aura lieu, mais quand et sous quelle forme. Et c'est là que se jouera la véritable bataille des mois à venir.
Au-delà des institutions et des chiffres, la crise a profondément marqué le quotidien des Burkinabés. Dans les marchés de Ouagadougou, les discussions ne portent plus seulement sur les prix ou la sécurité, mais sur la souveraineté, mot jadis réservé aux diplomates. Les habitants disent avoir compris que la liberté d'un pays se mesure autant à la stabilité de ses réseaux qu'à la force de son armée. Chez les jeunes, cette révélation agit comme un électrochoc. Beaucoup voient désormais en Ibrahim Traoré non plus un chef militaire, mais un symbole de résistance générationnelle. Dans les universités, les débats se multiplient sur la place du Burkina Faso dans un monde dominé par les puissances numériques. Les étudiants s'organisent en collectif pour promouvoir la formation en cybersécurité et en gouvernance digitale. Ce mouvement spontané traduit un basculement culturel. La défense du pays devient aussi un projet intellectuel et civique. Les familles, elles, cherchent à retrouver une normalité. Le souvenir de la nuit d'attaque reste vif, mais il s'accompagne d'un sentiment d'unité rare. Des voisins qui ne se parlaient plus partagent désormais des groupes de veille communautaires. Dans les villages, des réunions publiques discutent des risques d'ingérence et de manipulation médiatique. Le choc a donc provoqué une mutation silencieuse. La souveraineté, notion abstraite, est devenue tangible, presque intime. Chaque citoyen se sent désormais concerné par la défense de l'intégrité nationale. Et cette conscience partagée, née dans l'obscurité d'une nuit de peur, pourrait bien devenir la plus solide des protections. Pour transformer l'épreuve en stratégie durable, le gouvernement burkinabé a établi une feuille de route en 5 étapes. Cette approche, directement inspirée par la vision d'Ibrahim Traoré, vise à redéfinir la souveraineté à l'ère numérique tout en renforçant la cohésion nationale. Tout d'abord, la création d'une agence nationale de cybersécurité et de résilience numérique, dotée d'équipes d'intervention rapide, capables d'identifier et de neutraliser les menaces hybrides en moins de 10 minutes. Ensuite, la mise en place d'un programme de formation des jeunes ingénieurs à la sécurité des réseaux et à la cryptographie appliquée, afin de construire une génération d'experts locaux autonomes. Puis, la coordination régionale avec les pays du Sahel pour mutualiser les capacités de défense et instaurer un mécanisme de réponse conjointe face aux cyberattaques. De plus, la réforme de la gouvernance économique, transparence des marchés publics, suivi numérique des dépenses et contrôle indépendant des flux financiers étrangers. Cette étape vise à réduire la vulnérabilité structurelle de l'État. Enfin, la diplomatie proactive. Traoré plaide pour un partenariat équilibré avec les puissances extérieures, fondé sur le respect de la souveraineté et l'échange de compétences, plutôt que sur l'assistance conditionnelle. Ces mesures s'accompagnent d'un calendrier précis, 6 mois pour consolider les infrastructures, 12 pour institutionnaliser la réforme. La trajectoire reste ambitieuse, mais elle traduit une conviction. La défense du Burkina Faso ne se joue plus seulement sur le terrain militaire, mais dans la maîtrise de ses données, de ses institutions et de son récit. Dans la nuit silencieuse d'Ouagadougou, là où tout a commencé, les traces de l'explosion se sont effacées, mais pas la mémoire collective. Les habitants repassent souvent devant le mur noirci du quartier de Kossiam, devenu un symbole involontaire de résistance. C'est là qu'Ibrahim Traoré, quelques jours après l'attaque, est revenu seul, sans escorte, pour observer les ruines. Les témoins disent qu'il est resté immobile plusieurs minutes, avant de murmurer « Ce n'est pas la peur qui nous définit, mais la manière dont nous la dépassons ». Cette scène, captée discrètement par un photographe local, a fait le tour du pays. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas qu'un concept institutionnel, mais une émotion collective, la volonté de rester debout, même lorsque tout vacille. En reprenant le contrôle de ses réseaux, le Burkina Faso a surtout repris le contrôle de son destin. Chaque nation connaît son épreuve fondatrice. Celle-ci est celle du Burkina Faso. Et dans le regard calme de Traoré, le peuple a vu la promesse d'un lendemain possible. Une souveraineté se conquiert autant par la foi que par la force. Le Burkina Faso sort meurtri, mais éveillé. L'attaque de Ouagadougou n'a pas seulement testé la sécurité d'un État, elle a révélé la force invisible d'un peuple uni autour d'un idéal, celui de l'indépendance réelle. Dans chaque école, chaque quartier, chaque écran, résonne désormais une question simple mais essentielle. Que signifie défendre sa souveraineté au XXIe siècle ? Ibrahim Traoré a souvent répété que la liberté ne se délègue pas. Elle se protège, se cultive, se transmet.
Cette phrase, devenue un mot d'ordre populaire, traverse les conversations et inspire les jeunes générations. Au-delà des frontières, elle invite à réfléchir à la manière dont les nations africaines peuvent écrire leurs propres récits face aux puissances extérieures.